on va répondre aux défis des productions animales. On va les afficher tout à l'heure. Les défis, on les a répertoriés ensemble. On a travaillé cette table ronde et on a 4 défis à vous proposer. Un défi bien-être animal, un défi environnemental, un défi d'attirance des métiers ou d'attractivité de nos métiers. Et puis un défi je ne me rappelle plus. Santé, voilà, santé humaine, bien sûr, merci. Il y en a qui suivent mieux que moi, c'est bien. Tout d'abord, simplement, je vais demander à chacun de se présenter pour que les spectateurs puissent situer qui vous êtes et la façon dont vous allez prendre part au débat. Donc du coup, un mot rapide sur qui vous êtes et puis votre organisation, comment vous travaillez, dans quel périmètre. Eh bien, vas-y, Hugues. Alors, allô, oui, moi c'est Hugues. Hugues Monger, donc... Montre juste peut-être ton visage oui. Une fois. Et puis voilà, c'est terminé. Donc moi j'ai 50 ans, ça fait 25 ans que je travaille dans la volaille, de formation agronome et nutritionniste. J'ai eu plusieurs missions dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je suis directeur des opérations chez l'œuf de nos villages, donc bien évidemment plus particulièrement dans la production d'œufs. Je m'occupe du lien entre la fourche et la fourchette, comme disait tout à l'heure Hervé. Donc l'œuf de nos villages, c'est une société qui a pour objet de commercialiser des œufs en grande distribution. Elle est constituée de 13 associés éleveurs qui sont répartis aux 13 coins de l'Hexagone, comme on dit. Et donc, on commercialise environ 2 milliards d'œufs par an en distribution. Les grands changements depuis quelques années, c'est notamment un positionnement ultra majoritaire en cage en 2010, plus de 70% de nos ventes, qui a basculé aujourd'hui pour être à moins de 30%, mais je pense qu'on y reviendra sur un des défis tout à l'heure. Merci Hugues. Oui, donc bonjour. Là aussi, il faut faire ça. Donc Yves Fantou, moi je suis ici, je représente l'interprofession bretonne, donc l'Interbev Bretagne, qui va des éleveurs jusqu'au boucher ou au magasin, donc avec tous les acteurs de la filière, les acteurs de la mise en marché, les abattoirs, les grossistes éventuellement, les distributeurs ou les bouchers. Et voilà, et autrement, je dirige une entreprise, puisqu'on est sur des questions d'âge fondées par mon arrière-grand-père en 1906. Je suis 4e génération sur ces métiers d'élevage et de la viande. Merci. Loïc. Bonjour, donc je m'appelle Loïc Hénaf, je préside le petit groupe Jean Hénaf familial qui est beaucoup plus jeune que celui de mon voisin puisque nous c'est 1907. Voilà, donc l'entreprise Hénaf, ça reste une entreprise à taille modeste. Nous sommes 290 salariés sur trois activités. Et puis nous avons comme mission de créer, fabriquer et distribuer des produits agroalimentaires de qualité, produits à base des matières premières du territoire. Et on s'est fixé un objectif très ambitieux d'impact positif de nos activités en 2030. Fort de quoi on a fait notre calcul de triple empreinte, de empreinte sociale, économique et environnementale en 2019. Et donc on travaille sur ce chemin qui est très ambitieux. On a une particularité, c'est que notre entreprise dispose d'un abattoir qui est à Poulrosic, dans le Finistère. Et donc nous avons mis en place je dirais tout un programme pour améliorer notre connaissance et notre exécution de tout un tas d'opérations, y compris en abattoir, et nos relations avec les éleveurs. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Laurent, à toi. Bonjour, donc Laurent Schibler, je suis responsable développement et innovation chez Alice. Alors je remets le masque. Donc, Alice, c'est la fédération des entreprises de sélection, entreprises de mise en place dans le domaine des ruminants en France, et avec un adhérent wallon également. J'ai une formation agronome. Dans les années 90, j'ai arpenté les couloirs et les salles de cours ici même. Donc ça ne me rajeunit pas, mais c'est un petit retour aux sources. Et puis, j'ai travaillé une quinzaine d'années à l'INRA en génétique moléculaire, après avoir fait une thèse en génétique moléculaire pour travailler sur tout l'aspect connaissance du génome
et mis en place des outils qui ont amené à la sélection génomique que l'on connaît aujourd'hui dans le domaine des ruminants. Et donc à Alice, j'ai rejoint Alice il y a maintenant 9 ans pour prendre en charge l'animation d'une équipe R&D d'une vingtaine de personnes et une partie direction scientifique, avec comme objectif de produire des innovations qui puissent servir la durabilité de l'élevage et qui puissent permettre, in fine, aux éleveurs et à tous mes adhérents d'amener un service, d'avoir une certaine rentabilité, de pouvoir vivre dignement de leur métier. Pour cela, on développe un vrai partenariat très stratégique avec les organismes de recherche publics et les instituts techniques. On essaie de créer un écosystème favorable à l'innovation. Donc on pourra y revenir sur un certain nombre de sujets par rapport à l'ensemble de ces enjeux que nous avons à relever pour permettre à l'élevage de continuer d'exister dans les prochaines années. Tiens, ton micro est là, Ghislain. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Ghislain Zuccolo, directeur de l'association Wild Farm. Donc, moi, je suis cofondateur de Wild Farm. Ça veut donc dire que je suis dans l'association depuis plus de 27 ans, puisque l'association a été fondée en 1994. Donc, c'est une association de défense des animaux d'élevage qui a vocation à œuvrer à l'amélioration des conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Donc l'association s'est beaucoup développée puisqu'elle a aujourd'hui 27 000 membres et donateurs, une trentaine de salariés. Sa mission est reconnue d'utilité publique. Et les grandes missions de l'association, parce que je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse, sont les suivantes. Alors en premier lieu, on travaille pour obtenir des nouvelles réglementations pour les animaux d'élevage, notamment quand il y a des espèces qui ne sont pas couvertes ou protégées par une réglementation spécifique. C'est le cas, par exemple, enfin, je vais prendre qu'un seul exemple pour ne pas être trop long, mais les lapins, il n'y a pas de réglementation spécifique pour les protéger, contrairement aux poulets de chair, aux porcs, aux veaux, etc. On travaille aussi, évidemment, pour bien faire appliquer la réglementation quand elle existe. On travaille aussi pour encourager et accompagner toutes les initiatives qui émanent des éleveurs, des acteurs de l'agroalimentaire, de la distribution, qui visent à mieux intégrer le bien-être animal dans leurs pratiques, dans leur cahier des charges. On a aussi un département éducation à Wild Farm donc, qui essaie de sensibiliser les plus jeunes à l'école primaire à une consommation responsable et au respect de l'animal, mais on intervient également régulièrement dans des écoles d'ingénieurs agronomes, pas encore à Agrocampus, je crois, mais bon, par exemple, récemment, je suis intervenu à l'ENSAIA à Nancy. Voilà, puis on a une ferme qui n'est pas une ferme de production, hein, c'est une ferme refuge et éducative, donc c'est-à-dire qu'on accueille sur cette ferme de 44 hectares des animaux d'élevage réformés de l'élevage intensif ou qui ont été en fait confiés par d'autres associations de protection animale parce qu'ils ont été négligés ou maltraités par leurs propriétaires. Et donc c'est plus, on désigne les animaux qui sont là-bas un peu comme des ambassadeurs parce qu'ils nous aident à véhiculer nos messages par rapport à une consommation responsable et à une approche respectueuse des animaux. Voilà. D'accord, très clair. Et Eric, du coup, on ne te présente pas, c'est ça? Si. Tu as un micro quand même si tu as envie de parler, bien sûr. Prends celui-ci. Je fais un peu de bruit, pardon. Hein. Bon, vous m'avez déjà vu sans masque. Hein. Donc, pour rappeler ce que tu avais dit très bien, Julien, tout à l'heure, donc, moi aussi, comme beaucoup ici, je suis ingénieur agro. Je me suis orienté vers la sociologie de l'agriculture et de l'alimentation. Je travaille comme indépendant, donc j'ai à la fois des activités d'études, de conseil, de formation, d'enseignement, de conférences, de livres, bon, etc., etc. Et je m'intéresse donc particulièrement aux représentations, aux attitudes, aux comportements des citoyens consommateurs. Et j'aime bien y ajouter, mais vous l'avez vu ce matin, un aspect historico-anthropologique. Hein. Je trouve que ça permet de bien comprendre un peu aussi les attitudes actuelles, de les resituer dans leur contexte historique. Et là, c'est vrai que de ce point de vue-là, on est gâté parce que les changements d'attitude, de représentation, d'attente et de comportement de nous, et de nos concitoyens sont particulièrement en accélération. Pas seulement depuis le début de la crise du Covid, mais déjà depuis quelques années auparavant. Donc c'est passionnant à regarder. Bien, merci. Vous voyez, donc, on a une représentativité assez complète au final des productions animales avec des gens qui produisent, avec des gens qui ont accès direct aux consommateurs, comme Hugues, puisque l'œuf, par définition, forcément, on a accès au consommateur final.
tous les stades de la transformation, depuis la sélection génétique avec Alice, et également un regard sociétal sur le bien-être animal, et puis je dirais avec Eric un regard sociétal global et pas uniquement sur le bien-être animal. Donc les 4 défis, quand on a construit cette table ronde, on les a indiqués de cette façon-là, et ça regroupe bien finalement également les 3 interventions qu'on a eues ce matin. Donc environnement, comment rendre les productions animales plus durables, puisqu'on le voit, c'est une nécessité, hein, on doit produire plus, d'accord, à l'échelle humaine, mais comment on fait pour les rendre plus durables, puisqu'on voit que l'équation, elle n'est pas évidente, mais elle est nécessaire. Santé humaine, une protéine animale saine et de qualité, accessible à tous. On le voit hein, dans l'équation humaine de nutrition, on a tous besoin de protéines et protéines animales, mais comment on fait donc pour la rendre accessible au plus grand nombre avec l'accroissement de la population mondiale et qu'elle soit pour autant saine et de qualité. Le bien-être animal, c'est une préoccupation de plus en plus forte, sociétale, et on parlait au début de rapprocher hein, finalement comment réconcilier élevage et société, comment rapprocher l'homme et l'animal, ce lien qui s'est distendu, et bien certainement que tendre vers un meilleur bien-être animal, c'est aussi avoir une meilleure conscience quand finalement on va consommer des produits animaliers. Et puis l'attractivité des métiers, parce que sans éleveurs, il n'y a pas d'élevage, donc il n'y a pas de protéines. Proposer des métiers qui sont autour du bien-être au travail, valoriser ces métiers, valoriser économiquement et valoriser au niveau de la société pour que les éleveurs soient reconnus à leur juste valeur. Et puis la performance économique de nos métiers, je dirais de la France à travers le monde, à travers l'Europe et plus encore, puisqu'on voit bien qu'on est l'Europe, un continent d'exportation. Notre performance économique, forcément, si on est performant, c'est-à-dire qu'on arrive à faire vivre des gens autour de l'élevage, et c'est également l'attractivité des métiers qui se joue ici. Peut-être commencer par un premier thème, et puis après, voilà, on se tournera la parole, bien évidemment. Loïc, tu disais tout à l'heure que vous aviez fait un triple bilan des productions en fait, de ENAF, et que tu avais pour objectif de tendre vers la neutralité en 2030. Comment on s'y prend? Par où on commence dans cette démarche? Et du coup, qu'est-ce que tu as entrepris concrètement? Alors, c'est assez vaste, effectivement. Donc, ce que je disais en introduction, c'est qu'on s'est fixé comme, comme objectif, c'est un impact positif en 2030. Alors ça, c'est d'abord un rêve, c'est un rêve éveillé. Hein. On ne fait pas que rêver, on construit. Donc on a construit une démarche qu'on a appelée Bigood, qui est une démarche responsable à impact positif, qui est basée sur 5 piliers, 14 engagements, 32 objectifs et 72 indicateurs. Donc une fois qu'on a construit une démarche comme celle-là, il faut adopter une méthodologie. Et dans cette méthodologie, il y avait d'abord un point zéro. Où en sommes-nous à date? Et donc on a fait appel à un cabinet qui s'appelle Goodwill Management, qui nous a aidés. Alors effectivement, à regarder notre impact économique, notre empreinte économique, c'est assez facile. Alors tout ça, ça a l'air d'être assez fumeux, et pourtant ce sont des travaux qui ont fait l'objet d'un prix Nobel dans les années 70. Donc ce sont des travaux qui sont assez connus, mais peu diffusés. Donc un calcul d'empreinte économique, c'est finalement assez simple. Un calcul d'empreinte sociale, c'est plus difficile parce qu'il faut regarder effectivement, on pense tout de suite à l'emploi direct, l'emploi indirect, l'emploi induit d'une activité. Mais il faut regarder aussi les impacts, par exemple, des troubles musculo-squelettiques, des accidents du travail, le coût pour la société, le coût sécurité sociale, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est une méthode. Et l'impact environnemental, alors, il est moins figé aujourd'hui méthodologiquement, mais on a suivi une méthode et qui consiste assez simplement à regarder tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Vous regardez tout simplement l'impact pour la nature de vos activités. Consommation d'énergie, transport, évidemment les matières premières quand on est une entreprise agroalimentaire, d'où viennent ces matières premières, et on fait appel à des données soit qui sont de l'entreprise, soit qui sont des données générales dans des bases, peut-être vous connaissez les bases type Agribalise ou ce genre de choses, des bases assez connues, et on fait un calcul, et l'objectif n'est pas d'avoir un résultat d'une grande précision. L'objectif de la base zéro, c'est de regarder où est-ce que l'on en est. Et on regarde ce que l'on coûte à la nature. Et donc, tout ça, c'est transposé en euros, parce que
non pas parce qu'on peut équilibrer ou compenser entre l'économique, le social et l'environnemental, mais parce qu'il faut bien se référer à quelque chose de concret. Et dans notre cas, on a fait ce calcul. Si vous allez sur groupejeanenaf.bzh, vous trouverez tout le calcul. Mais ce qui importe, c'est ce que l'on en fait derrière. Donc notre entreprise, notre activité, comme toutes les activités humaines à ce jour, ont une empreinte négative par rapport à l'environnement. Donc on coûte tous à Dame Nature. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on progresse? Et donc c'est là où notre démarche responsable nous emmène vers du progrès. Et ça, c'est assez facilement transposable avec une démarche qualité d'amélioration continue, PDCA, et on se fixe des objectifs, on se fixe des personnes avec lesquelles on veut travailler, et on avance projet par projet. C'est ainsi qu'on a adhéré au LIT Ouesterel, par exemple, sur la démarche bien-être animal. Bon, voilà, grosso modo, donc c'est vraiment une démarche. Alors, comment on va évaluer, comment on va, mesurer notre impact? Ben, ça va être des calculs répétés de notre activité. C'est très complexe parce que c'est assez long, c'est assez compliqué. Dans notre cas, on a plusieurs activités. On a une activité, donc vous connaissez peut-être le pâté INAF. Voilà. Donc on fait des conserves de viande, mais on fait aussi des tartinables de légumes. On ramasse et on récolte des algues. On est producteur de spiruline. Alors, on a des activités assez vastes. Mais pour autant, ce qui a été démontré ce matin, ce qui a le plus d'impact aujourd'hui, c'est l'alimentation animale. Donc tout ce que l'on fait sur les aspects environnementaux. Et c'est donc là qu'il faut aller travailler avec les éleveurs. Et dans notre cas, on est en train de regrouper les éleveurs avec lesquels nous travaillons dans ce qu'on appelle une communauté de progrès. Ça fait 4 ans qu'on y travaille. On vient de contractualiser pour la première fois avec un éleveur qui est parti dans une démarche de progrès vraiment sensationnelle. Mais ça passe, par exemple, application concrète de ce qu'on vient de dire, par de l'alimentation, par de la production animale, par la production de céréales sur la ferme. Donc la FAF, c'est une des solutions immédiates pour réduire notre impact environnemental. Et pas que, hein, mais la question, c'est comment on y arrive vraiment. Les polycultures aussi, j'imagine, qui vont un peu dans le même état d'esprit. Oui, parce qu'en fait, ce que l'on constate, alors moi je ne suis pas un expert de l'élevage, je suis à la charnière, mais ce que je constate, c'est que les éleveurs qui ont décidé de s'engager avec nous sont évidemment des éleveurs qui sont en recherche de progrès, sont des éleveurs qui sont en recherche d'une forme d'équilibre de leur activité, qui sont en recherche de solutions concrètes, de solutions économiques, mais de solutions qui leur donnent du sens, qui donnent un meilleur sens à leur activité. Et finalement, les choses vont assez vite. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu m'expliquais que cette communauté de progrès, elle n'est pas liée par un cahier des charges, c'est plus un état d'esprit. Pourquoi vous avez fait ce choix? Et puis, si d'autres autour de la table ont, eux, des cahiers des charges qu'ils ont montés, n'hésitez pas à intervenir également pour expliquer pourquoi vous avez fait un choix peut-être un peu différent. En fait, en quelques phrases, je l'ai dit au début, notre entreprise, sa mission, c'est de produire et de transformer à partir des matières premières du territoire. On l'a fait depuis 1907. Mon arrière-grand-père a voulu apporter un peu de prospérité au territoire en créant cette entreprise. Et donc, dans cet état d'esprit, on prend les gens tels qu'ils sont. Voilà, on prend les éleveurs qui veulent bien rentrer dans notre démarche, là où ils en sont, et on n'a pas voulu délibérément créer un énième cahier des charges élitiste, privé, indépendant. On s'est dit, on va prendre les gens tels qu'ils ont envie tels qu'ils sont, tels qu'ils ont envie de travailler avec nous, et nous, on va faire du progrès permanent. C'est très ISO 9001 dans l'esprit, parce que c'est notre culture d'entreprise. Et donc, on va faire du progrès permanent et on va démontrer et on sera transparent sur le progrès qu'on fait. Et c'est vraiment un état d'esprit. Oui, c'est marrant. Et si on prend l'inverse dans ce qui est venu autour du bien-être animal dans les poules pondeuses, tu parlais tout à l'heure, Hugues, des cages. En 2010, on était à 70%, on est maintenant à 30%. C'est l'inverse. On a imposé
Alors, c'est des arrêts à 2025, mais bon, tout le monde les a en tête, et donc du coup, tout le monde a pris les mesures. Et moi, je me rappelle avoir visité un élevage de poules pondeuses il y a 3 ans. J'arrive sur un élevage plein air, et en fait, je vois des poules, 30 000 poules devant un bâtiment, à 5 mètres du bâtiment, peut-être la moitié dedans, la moitié dehors, et 13 hectares, magnifique, avec rien, en fait. Et là, je me dis, il y a un cahier des charges, mais finalement, il sert à quoi ce cahier des charges, puisqu'on vend du plein air, mais on n'a pas du plein air, en fait. Alors, je pense que la question est pour moi. Peut-être. Ça y ressemble. Merci Julien, parce que tu fais un peu la transition sur une problématique qu'on a levée concernant l'environnement avec nos associés qui sont tous producteurs. On s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire mieux sur l'environnement, sur le bien-être, sur la santé. Et sur le pôle environnement, bien-être animal, on s'est dit, bon, en termes d'environnement, en ce qui concerne la pollution des eaux et de l'air, le sujet est déjà bien réglementé, bien circonstancié sur la production de poules pondeuses. Il y a peu de rejets dans le milieu. En revanche, voilà, on a 50% aujourd'hui notre cheptel, un peu plus, qui est en plein air. Et nos associés se sont dit 50%, 5 millions de poules, 2000 hectares. Il y a 2000 hectares d'herbe, voilà, où il n'y a pas spécialement de la biodiversité, où il n'y a pas spécialement de la production, où il n'y a pas spécialement 2000 hectares de anciennes surfaces agricoles utilisées dans la culture de céréales ou d'autres choses, et qui servent à rien. Et ça a été le début de notre travail et notre réflexion sur notre ambition. Alors, ce n'est pas un cahier des charges, ce n'est pas un collectif, c'est notre ambition de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces 2000 hectares de terre. Et donc, on a bâti avec les éleveurs qui sont les associés de nos villages, et puis ensuite avec les éleveurs partenaires, puisqu'on a 12 éleveurs associés, une coopérative, et puis surtout 400 éleveurs qui travaillent pour nous en contrat. Et on a bâti avec eux ce qu'on appelle aujourd'hui Agir 2025, et qui est vraiment un projet d'occupation de nos parcours, de poules pondeuses, pour à la fois avoir un impact sur la biodiversité positif. Alors Hervé, on sera certainement très loin d'être vertueux dans l'absolu, mais donc on favorise notamment l'implantation de projets d'agroforesterie avec des essences locales et si possible mellifères. On favorise le partenariat de travail avec des apiculteurs qui vont nous déterminer quel type d'essence on doit mettre sur nos parcours en fonction des conditions pédoclimatiques, et aussi en fonction du travail de l'apiculteur et des disponibilités autour. Colza, pas colza, est-ce qu'on doit faire des fleurs d'été, des fleurs de printemps ou des fleurs d'automne pour les abeilles ou pour tous les autres insectes butineurs, puisque ce qui marche pour les abeilles marche aussi pour les autres butineurs. On n'a pas forcément des apiculteurs partout en association. Donc projet d'agroforesterie, projet de plantation ou de semis de plantes mellifères sur l'intégralité de notre parcours. L'objectif, on s'est fixé assez loin, puisque ça reste une ambition, et on ne veut pas être trop coercitif vis-à-vis de nos partenaires éleveurs, parce qu'ils ont aussi d'autres contraintes économiques, environnementales, sociétales. Et donc, on s'est mis à 2025 l'objectif d'avoir l'immense majorité, pour ne pas dire l'intégralité de nos parcours, avec un minimum d'arbres, avec un minimum de haies, avec des fleurs, etc., et des partenariats avec des apiculteurs. Tout ça pour essayer non pas de mettre un pansement sur une jambe de bois de notre impact négatif, mais essayer de contribuer un peu plus positivement et de façon très simple, en fait, puisque il y a des puits de carbone qui existent, sont des arbres, ça marche plutôt pas mal, finalement. Il suffit de les planter, ça marche tout seul. Et après, ça permet, outre le fait d'impacter positivement la biodiversité et l'environnement, ça permet aussi d'améliorer le bien-être animal et d'éviter, ce que tu disais tout à l'heure, que sur un bâtiment de 30 000 poules, il y en ait 3 000 dehors, à 5 mètres du bâtiment, qui concentrent de la pollution en plus sur le trottoir, et que tout le reste du parcours ne soit pas utilisé. Et ça fonctionne parfaitement. On a déjà pas mal d'exemples de parcours très implantés qui permettent la sortie des animaux sans problème. Avec l'agroforesterie, finalement, les poules ont moins peur, donc du coup, s'aventurent beaucoup plus, et on n'a pas une étendue. En plus, on ne fait pas des implantations n'importe comment, on fait des bosquets, certains alignements pour diriger les poules. Sur les contours du parcours, on met des haies pour qu'elles puissent aller coloniser naturellement tout le parcours. Qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire sur un terrain qui est consacré à de la poule plein air? La réglementation dit qu'il ne doit pas y avoir d'autres productions autres que celle de la poule pondeuse sur le parcours. Donc, par exemple, certains ont des fruitiers, par exemple. Ça, ce n'est pas tout à fait autorisé. Alors, si les fruitiers étaient là avant, on ne va pas les couper.
Mais par contre, après, ça pose des problèmes d'intervention pour des traitements éventuellement, ou même le ramassage des fruits, ça pose des problèmes. Et en plus, s'il s'agit de cerises, par exemple, c'est très impactant ça attire les oiseaux sauvages, la vie faune sauvage, et ça pose des problèmes, en particulier en ce moment, sur l'influenza aviaire et les épizooties aussi. Donc voilà, nous, on met plutôt des arbres de haut jet ou de moyen jet qui permettent de fleurir à certains moments de l'été ou du printemps, et puis qui vont abriter les poules pendant l'été. Et du coup, la proportion de ce que tu entrevois à 2025, parce qu'il y a de la poule en cage nécessaire tout de même? Alors, nous, le débat, il est terminé. Enfin, c'est même pas un débat d'environnement, d'écologie. En ce qui concerne la distribution, nos clients nous ont dit en 2025, on ne commercialisera plus de poules en cage. Donc, nous, on s'est mis un plan de conversion depuis 5 ans pour être prêt en 2025 à ne plus produire et donc commercialiser des œufs de cage. Donc, voilà. y compris en nouveaux produits. Alors, nous, on ne fait pas d'ovoproduits chez l'œuf de nos villages, mais de toute façon, tous nos éleveurs auront soit arrêté, soit converti leurs élevages d'ici 2025. D'accord. Est-ce que, Ghislain, quand tu entends un discours comme ça, toi qui as un œil bien animal averti, est-ce qu'au niveau des poules pondeuses, soit tu te dis c'est bon, je coche la case, ça c'est fait, ou est-ce que tu attends encore d'autres choses derrière en termes d'expression de l'animal, ou c'est bon? Alors, en tout cas, pour ce qui est du parcours, la démarche que vous faites est très intéressante. En premier lieu, parce que ça permet de faire une rencontre entre des attentes liées à la protection de l'environnement, des attentes de bien-être animal. Ça montre, et on en parlera tout à l'heure, que des fois ça marche. Des fois ça marche pas, mais des fois ça marche bien. Et je suis d'accord avec le fait que c'est bien beau d'avoir des poules élevées en plein air. Si les parcours ne sont pas aménagés, les poules n'y vont pas, parce qu'effectivement, elles ont besoin d'avoir un couvert végétal pour se sentir en sécurité et sortir. Parce que n'oublions pas que la poule descend du coq rouge de la jungle et qu'elle vivait en forêt et qu'elle se sent en sécurité quand il y a un couvert végétal. Voilà. Donc il faut l'accompagner. Il faut aussi que le parcours soit bien fait pour qu'elle sorte en se sentant en sécurité par petites étapes, enfin, etc. Pour ce qui est du bien-être des poules, effectivement, alors le plein air, l'accès au plein air, c'est extrêmement important, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. C'est notamment offrir des nids adaptés, des perchoirs des perchoirs adaptés. Voilà, il y a un certain nombre de critères. Avoir des densités acceptables. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en compte pour le bien-être des poules, et il y a sans doute encore des progrès à faire. Ouais. Et en termes de santé humaine ou de santé tout court de l'animal, forcément, qui dit plein air dit des zoonoses beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus attrapables par les animaux qu'en claustration. D'après toi, comment on peut résoudre cette équation? Alors effectivement, il faut faire attention parce que face aux épisodes tels que la grippe aviaire, on a tendance à penser ou à dire qu'il faut enfermer tous les animaux et que finalement l'élevage intensif, c'est ce qu'il y a de mieux pour protéger les animaux et protéger aussi la santé humaine. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Je trouve qu'elle est dangereuse pour le bien-être animal. Je pense qu'il faut apprendre à gérer le risque, et notamment le risque de zoonose ou de contamination avec la faune sauvage. Et il n'y a pas de risque zéro. Voilà. Mais la solution, c'est certainement pas d'enfermer tous les animaux. Donc là, il y a... Alors, je pense aussi que après-guerre, l'élevage intensif s'est développé et la recherche est vraiment concentrée sur la maîtrise des risques sanitaires ou la bonne gestion de l'animal dans l'élevage intensif. Et on a finalement fait peu de recherche sur la gestion de l'animal avec un accès au plein air. Alors, ça a évolué évidemment ces 15-20 dernières années, mais il y a sans doute peut-être un effort encore à faire de recherche pour répondre à ces problématiques. Et puis, autre point qui est important pour nous, c'est que nous sommes très favorables aux jardins d'hiver. À la fois, oui, c'est un bon intermédiaire, tu penses? Voilà, c'est à la fois dans les élevages en plein air et dans les élevages au sol. Parce qu'on pense que c'est une... Bon, déjà, pour l'élevage au sol, c'est un compromis entre le plein air et le zéro plein air. Et pour l'élevage en plein air, ça nous semble important, bon, déjà en temps normal, parce que quand il y a des intempéries, l'animal, par exemple, s'il sort et qu'il passe par le jardin de plein air, il peut se nettoyer les pattes, etc. Enfin,
Et puis, ou quand il y a de la neige, qu'on ne veut pas faire sortir les poules, comme c'est le cas par exemple parfois en Alsace, ça, moi je viens de l'Est, voilà, au moins les poules peuvent avoir accès au plein air. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jardins d'hiver dans les élevages. Et puis, pour ce qui est, quand il y a des épisodes de grippe aviaire, au moins, à défaut, bon, les poules sont peut-être privées de sortie, mais au moins elles pourraient avoir accès à un jardin d'hiver. Donc, on souhaite vraiment voir se développer ce genre d'initiative. Bon, après, j'imagine qu'il y a un vrai sujet financement, parce que investir dans ce type de structure, c'est extrêmement, extrêmement coûteux, donc il faut forcément que ce soit valorisé tout au long de la filière. Ouais. Parce qu'un éleveur ne veut pas investir s'il n'y a pas un débouché derrière, bien évidemment. Laurent, comment on apprécie en fait ces nouvelles problématiques, qu'elles soient environnementales, donc on voit peut-être de devoir adapter les animaux à d'autres types d'intrants, avoir des liens sociaux différents, puisqu'on parle de plein air, on parle de moins de claustration, et parle aussi de densité plus forte. En règle générale, ça entraîne de la cannibalisation. Comment, au niveau génétique, tu appréhendes ce type de problématique ? Alors, vous l'aurez compris aussi à travers ma présentation tout à l'heure que j'ai personnellement un tropisme pour cet aspect génétique et sélection avec un prisme plutôt ruminant. Donc, je vais donner des exemples plutôt ruminants. Bon, dans la discussion, j'ai quand même quelques idées parfois sur ce qui peut se passer ailleurs, mais je n'en suis pas un spécialiste. Donc, là, sur cette partie environnement, dans le domaine des ruminants, évidemment, la première chose à laquelle on pense, et ça a déjà été rappelé ce matin, c'est le côté coupable. Les ruminants sont coupables de l'augmentation de la température sur le globe, sont responsables d'une grande partie de l'émission des gaz à effet de serre, etc. Donc évidemment, c'est le premier sujet sur lequel on met un focus nous aujourd'hui, avec alors des choses en élevage qui ne concernent pas la sélection en tant que telle, parce qu'il y a tout un travail à faire sur la technique d'élevage pour réduire ces émissions. Et il y a un potentiel probablement à gagner de l'ordre de 20%. Il y a beaucoup de travaux, en particulier menés par l'Institut de l'élevage, pour accompagner ces démarches-là. Sur le volet génétique, on s'en préoccupe aussi avec deux approches, on va dire. Une approche plutôt anglo-saxonne qui consiste à dire qu'il faut réduire le nombre d'animaux et donc augmenter la productivité. Donc on maintient malgré tout... Alors je sais que ça va faire réagir Ghislain, donc j'en profite. Mais on maintient un intérêt à une sélection, non pas pour accroître de façon extraordinaire la productivité, mais maintenir un progrès sur cette productivité, parce que ça reste un point important. Productivité à mettre en regard aussi avec l'efficacité alimentaire, pour utiliser moins de ressources, donc maintenir un niveau de production en étant moins gourmand. Et on essaye de jouer aussi sur l'émission en tant que telle des gaz à effet de serre. Et donc là, on a des travaux, en particulier en ce moment en race laitière, où on va exploiter la composition du lait que l'on peut analyser, je ne rentre pas dans les détails, mais à l'aide de spectres qui peuvent être acquis en routine, pour, à partir de là, faire une prédiction de la quantité de méthane émise par les animaux à ce moment-là. Partant de là, on va pouvoir avoir un grand nombre de phénotypes et pouvoir mettre en place une sélection pour sélectionner des animaux qui sont moins émetteurs. Et notre objectif, c'est de pouvoir, là aussi, je le redis, trouver des animaux qui sont moins émetteurs, tout en maintenant un niveau de production raisonnable et tout en ayant une efficacité alimentaire correcte. Parce que ce que l'on oublie parfois, c'est que le ruminant, sa spécificité, c'est de ruminer, c'est d'être capable d'utiliser des ressources non utilisables par l'homme, grâce à cette rumination qui, du coup, fait de la fermentation et fait du méthane. Donc on peut réduire le problème. On transforme les ruminants en des monogastriques, on leur donne que des céréales, il n'y aura plus de production de méthane. Mais ce n'est pas l'intérêt de cet animal. Donc il faut qu'on maintienne cet intérêt sur la rumination en réduisant le méthane, en gardant une bonne efficacité alimentaire. Donc de gros enjeux et de gros challenges pour notre filière sur ce thème-là. Et on en reparlera cet après-midi avec Benoît Rouillet qui nous parlera de l'efficience protéique justement en bovin laitier, sur cet aspect d'aliments en concurrence ou non avec l'espèce humaine. Donc on voit quand même, quand tu parles de sélectionner des animaux moins polluants et plus efficaces, plus productifs, tu coches quand même, on va dire, 3 cases sur les 4. Au niveau environnemental, c'est un impact meilleur. Au niveau santé humaine, tu rends une protéine accessible à tous plus facilement et de qualité. Et puis, la performance économique étant là, forcément, le métier peut devenir plus attractif. Bon, par contre, en termes de bien-être animal, je dis ça, même avec ton masque, je vois, tu n'es pas super content. Mais dans tous les cas, on se rend compte que l'équation, elle est extrêmement difficile pour cocher tout le temps. Et donc, il faut faire des arbitrages pour avoir un juste milieu, je dirais. Yves ? Être juste. Oui. Par rapport au bien-être animal, évidemment, enfin,
on ne coche pas toutes les cases, mais ce n'est pas la génétique qui, dans ce cas-là, ne coche pas les cases. C'est le système ou la façon, c'est le mode de production, souvent. La génétique, elle va pouvoir amener des choses aussi sur le bien-être animal, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais on l'aborde plutôt sous l'angle santé, forcément, dans ce cas-là, parce que la génétique n'est pas responsable du bâtiment, par exemple, ou de la façon dont on le fait. Voilà, donc forcément, mais par contre, nous, notre objectif, c'est effectivement d'essayer de produire les animaux qui soient les plus efficients et les plus durables, donc qui cochent le maximum de cases, parce que vouloir travailler sur un sujet en faisant abstraction des autres, à un moment donné, on voit bien que ça ne va pas fonctionner. Et qu'on est de plus en plus dans des approches qui sont comme ça, exhaustives, générales, globales, qui intègrent l'ensemble des choses. Et dans tous les cas, tu sélectionnes des animaux qui expriment un bien-être animal dans ce mode de production vertueux pour l'environnement. Alors certes, c'est des animaux qu'on sélectionne naturellement vers cet objectif, mais qui expriment quand même un bien-être animal, puisque si un animal se sent mal dans ce schéma-là, simplement, il est plus productif puisqu'il est mort. Ouais. Et puis peut-être une dernière remarque par rapport à l'environnement. Là, je l'ai pris sous l'angle l'animal coupable. Il y a aussi l'élevage ou l'animal victime, parce que le changement climatique va impacter, et les ruminants en particulier. On est sur des élevages qui sont plus naturels, même s'ils peuvent être considérés comme intensifs, mais plus naturels. On ne met généralement pas les ruminants dans des espaces climatisés, etc. Donc ils sont soumis en direct. La température idéale de vie d'un ruminant, c'est entre moins 5 et 18 degrés. À 20 degrés, une vache avec 80% d'humidité dans l'air, elle commence déjà à avoir des impacts négatifs de changement climatique. Donc quand on parle d'augmentation globalement des températures et de périodes à 30 degrés, vous imaginez bien que les vaches ne sont pas à la fête à ce moment-là, et on rejoint la problématique de bien-être animal. Et tu dois sélectionner du coup des animaux adaptés au changement climatique ? C'est ça, c'est l'autre volet. Donc on veut chercher à réduire notre impact environnemental, mais de l'autre côté, on va être contraint aussi d'adapter nos animaux à un environnement qui change, du fait du changement climatique, mais vraisemblablement aussi du fait de la transition agroécologique, de nouveaux modèles, etc. Et donc, on a un petit peu cette difficulté quand même, il faut bien imaginer la difficulté de mes adhérents qui pilotent des schémas de sélection aujourd'hui, d'arriver à imaginer les animaux qu'il nous faudra demain, alors que finalement personne ne sait ce que sera que cette transition agroécologique et quels seront les modèles de demain. Et même si on a aujourd'hui des technologies qui permettent d'aller vite, la sélection, c'est quand même un paquebot. On ne fait pas un 90 degrés dans les objectifs de sélection en 2 ans. Donc besoin de lisibilité pour pouvoir... On a besoin de visibilité, on a besoin d'anticipation, mais il y a des challenges extrêmement importants. Alors j'enchaîne en parlant notamment ruminants chez Interbev. Yves, oui. Il y a beaucoup de sujets ici. Donc, dans ce qui vient d'être dit, déjà, effectivement, on arrive comme des coupables avec, en France, 10,4% des émissions de gaz à effet de serre, donc un peu moins, à mon avis, qu'au niveau international. Ce qu'on a comme différence par rapport à ce qui se passe dans les grands pays producteurs de viande qui continuent d'augmenter leur production de viande, c'est que nous, déjà, elle diminue. 20 millions de bovins, je crois, en 95. Aujourd'hui, on a 17,7 millions avec une baisse là, 2020-2021, de 2%. Donc, ce qui est assez important, uniquement parce que les éleveurs ne gagnent pas et que c'est plus facile de faire de la culture que de l'élevage. Donc, où on peut faire des cultures, on en fait. Ce qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui, c'est un élevage un peu extensif sur des terrains pauvres où on va sevrer les veaux aller à 8 mois, entre 8 mois et 1 an à peu près. Et derrière, on va produire dans du feedlots. Mais on trouve ça aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, bien évidemment. Et nous, on a une production qui est liée au sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, nous, notamment en France, sur des élevages qui doivent faire à peu près de moyenne 50 bovins, 50 vaches, et ce qui représente une centaine de bovins. Donc, ce qui n'est rien par rapport à ce qu'on voit partout dans le monde. Donc, on a aujourd'hui, et malgré tout, ça entraîne sur la qualité ou ce qu'on attend du produit moins de maîtrise. C'est-à-dire que j'ai vu un élevage de bovins en Australie de 60 000 bovins. Sur chaque lot, on sait ce qu'on va sortir comme bête. Aujourd'hui, on prend 5 ou 6 bêtes chez un éleveur, ce ne sont pas toutes les mêmes. Donc il y a un vrai travail de métier à faire. Et je pense que là-dessus, même nos attentes finalement sociétales de bovins liés à l'herbe, liés à la terre, telle qu'on l'a chez nous, ça peut aller à l'encontre notamment de souhaits de grands chefs
sur la maîtrise du produit, où ça va être beaucoup plus compliqué finalement à travailler. Donc là, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Aujourd'hui, c'est des questions que certains éleveurs peuvent se poser. En Espagne, par exemple, aujourd'hui, les petits élevages, j'y étais il y a quelques semaines, les petits élevages, ça va être 600 bovins, des animaux qui sont tués très jeunes, qui arrivent généralement, des veaux qui arrivent de chez nous et qui sont tués très jeunes. Et là aussi, on a une maîtrise finalement de la qualité du produit et qui travaille aujourd'hui à aller, je pense, à quasiment 1 ou 2 tiers vers l'exportation, de l'autre côté pour l'Espagne. On n'a pas cette production-là, on n'a pas de cette production-là en France. Et c'est Pierre qui en parlait tout à l'heure. Donc effectivement, on a cette émission de gaz, mais on a aussi la captation du carbone dans les prairies, et qui est très très important. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut attention, peut-être moins de mètres de culture, moins de mètres de blé, des choses comme ça, et attention à la préservation des prairies. Je pense qu'on est on est franchement sur ces questions-là. Oui, tu dis que le procès fait au bovin, il ne prend pas en compte tous les aspects en fait environnementaux. Et notamment la biodiversité des prairies, des haies aujourd'hui qui sont nos territoires. On parle de l'érosion des sols dans bien des pays, je ne la vois pas chez nous, même s'il peut y avoir quelques problèmes, mais par rapport à ce qui se passe ailleurs, je trouve que notre système de production me paraît quand même très intéressant. Et aujourd'hui, la plupart du temps, quand on parle de nos métiers, on va nous parler quasiment de la production américaine ou brésilienne. Ce qui se passe chez nous, ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui, donc on a une image en fait qui est celle de production d'autres pays. Oui, ou surtout quand on nous donne des chiffres. Quand on nous donne des chiffres, généralement, c'est ce qui se passe ailleurs, mais chez nous, on n'en est pas là. Ce ne sont pas ces choses-là. On parlait aussi d'attractivité des métiers, notamment de bien-être au travail, et j'imagine que quand on est Interbev, tous les métiers ne sont pas forcément avec une image très positive aujourd'hui. Ouais. Je parle notamment de l'abattoir, forcément. Oui, mais pas seulement. Regarde même la production agricole ou la production, ou même les éleveurs. C'est un système qui est peut-être même plus en difficulté que le nôtre, alors que ce sont de très très beaux métiers. Quel travail tu mènes aujourd'hui pour valoriser, alors à la fois améliorer le bien-être au travail, et puis également valoriser en fait toute cette chaîne de valeur? Alors, si tu me parles de ça à moi j'ai travaillé sur ces questions-là depuis la fin des années 90, donc en me posant la question suivante, le travail est plus facile que chez mon père, il y a de plus en plus de problèmes. Qu'est-ce qui se passe autour du travail? Et j'ai travaillé avec beaucoup de scientifiques, enfin j'ai eu quelques récompenses à ce niveau-là. Aujourd'hui, ma plus grande récompense, c'est que j'ai pas de turnover, que je recrute assez facilement. Et aujourd'hui, dans nos métiers de la viande, je connais une grosse entreprise qui a fait 400 CDI là, depuis le début de l'année. C'est pas que ça. Je pense que l'image qu'on se fait à l'extérieur de nos métiers n'est pas la bonne. Et je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est peut-être qui parlait justement de ce que pense finalement la population. C'est vous qui parliez de ça tout à l'heure, de la population finalement de nos métiers d'élevage, est-ce que les animaux sont bien traités, etc. On a toujours l'impression que c'est le voisin qui pense que ça va pas, mais moi je pense que c'est pas mal. On avait fait, au départ d'Agriculteurs de Bretagne sur l'association, on avait fait une enquête justement, est-ce que les Bretons font confiance à leurs agriculteurs, puisqu'on a l'impression de se faire descendre sans arrêt. Et finalement, on s'apercevait que 95% des Bretons avaient confiance dans leurs agriculteurs. Donc, on les a remerciés à ce moment-là en disant merci de votre confiance, tout simplement. Et voilà, donc il y a une différence finalement entre l'image des métiers et les métiers eux-mêmes. Et aujourd'hui, pour moi, je milite depuis le début des années 2000 pour les métiers de la viande et plus globalement de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Je trouve que ce sont des très beaux métiers, hyper enrichissants. On n'imagine pas aujourd'hui les évolutions de nos métiers par rapport même à nos parents, pour Loïc qui se trouve à côté de moi. Aujourd'hui, la technicité de tous nos métiers doit être mise en valeur. On parlait tout à l'heure, où Ghislain en parlera peut-être, mais dans nos outils aujourd'hui, on a là 10 000 personnes qui ont été formées sur la manipulation des animaux, ce qui n'était pas le cas avant. Tous les gens qui transportent des animaux sont formés pour le faire. Moi, j'ai mon poids lourd, j'ai transporté des animaux. Bon, on apprenait quand même sur le terrain, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui et que moi, je pouvais faire. Si on se dit, par exemple, il y a 15 bovins dans ton camion, la capacité, c'est 15 bovins. Moi, je peux vous dire, j'allais au marché de Fougères, s'il y en avait 16 à mettre dans le camion, la 16e est montée dans le camion. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Donc, il y a non seulement de la réglementation, mais une grosse évolution de nos métiers. Sur la technicité elle-même, aujourd'hui, dès qu'il y a une souillure sur une carcasse, chez moi,
elle est prise en photo. Ma responsable qualité envoie ça donc à mon fournisseur à deuxième intention. Et je pense qu'avant, il y a 30 ans, à l'abattoir de Dole, tout était souillé. Enfin, il y a une évolution considérable de nos métiers, que ce soit les systèmes de qualité, tout ce qui peut y avoir. Est-ce que tu considères également que cette valorisation des métiers, elle doit passer par une proximité retrouvée avec le consommateur final et donc une meilleure communication et également une meilleure transparence de nos pratiques? Alors je parle de manière globale avec tous les acteurs ici autour de la table, aussi bien au niveau des actes d'élevage, on va peut-être mieux montrer, mettre en relation directe l'œuf qu'on achète avec la tête du producteur sur le paquet, comme tu fais sur un de nos villages. Mais également, est-ce qu'on doit aller jusqu'à filmer toute une chaîne de valeur, y compris un abattoir, par exemple? Alors, moi, tout simplement, c'est que, d'ailleurs, certaines associations abolitionnistes ont brisé un peu ce tabou. La mort ne se filme pas. Je pense que c'est jamais très, très agréable de voir ça. Ceux qui l'ont filmé, ces derniers temps, c'est plutôt sur des scènes de décapitation et des choses comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je pense que ça ne se filme pas. Même simplement, quand j'allais voir ma grand-mère quand elle tuait le poulet, bon, on l'avait vu une fois. Après, elle nous disait attention, les enfants, venez pas dans ce secteur-là parce que je tue le poulet. Et ça y est, j'ai fini quand c'était terminé. Je pense que on ne filme jamais les gens en train de mourir dans les EHPAD. On ne filme jamais les gens en train de mourir dans les hôpitaux. Et là, on rejoint ce que Eric des questions difficiles. Quand tu disais de manière antique, finalement, l'acte d'exécuter l'animal à destination de son alimentation, on mettait quelque chose autour parce qu'on s'en excusait et il y avait ce lien qui fait que c'était soit un sacrifice religieux ou soit à minima on envoyait des prières, on faisait un rite parce que l'acte de tuer, ça ne se montre pas. Je ne dis pas que c'est rien, hein, et je vous rejoins totalement sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est rien, puisque même là, et à tous les jeunes qui sont là, nous, quelques-uns ici, il y a plusieurs années, on s'est posé des questions sur nos métiers. Moi, ma question, c'était est-ce que j'ai le droit de tuer un animal? Est-ce qu'on a le droit d'élever des animaux? Donc, c'était les premières questions, avant de passer à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais voilà, on a travaillé sur toutes ces questions-là, et ça n'a rien d'anodin. Voilà, et ça reste comme ça, ça n'a toujours rien d'anodin. Tu voulais rebondir? Non. Okay. Si, tout à l'heure, d'accord. Ghislain, qu'as-tu en tête dans les prochaines évolutions que Wellfarm demandera en termes de bien-être animal? Alors, on ne parle pas que d'élevage, on parle de toute la chaîne de valeur. Qu'est-ce que tu as en tête? Si tu devais faire ta liste au Père Noël, c'est le moment. Les 3-4 prochaines mesures que toi, tu aimerais pousser et sur lesquelles tu aimerais travailler avec les filières? Je pense que, d'une manière générale, ce à quoi aspire le grand public, c'est de permettre aux animaux d'avoir un accès au plein air. Alors c'est pas toujours possible, mais il y a des compromis à trouver. Le jardin d'hiver en est un, la courette extérieure pour le porc, par exemple, en est un. Enfin, on peut trouver des compromis parce que, par exemple, pour le porc, on ne peut pas faire du porc en plein air partout. Hein. Enfin, des fois, c'est compliqué quand la terre est argileuse, etc. Donc donc ça c'est une chose. Et d'une manière générale, nous ce qu'on dit, c'est un peu ce que présentait tout à l'heure Hervé dans les Living Labs, c'est qu'il faut repenser les systèmes d'élevage en prenant comme point de départ quel environnement on doit offrir aux animaux pour qu'ils puissent exprimer l'ensemble de leurs répertoires comportementaux, de façon à ce qu'à partir de ce point de départ, on puisse construire des modèles d'élevage et un environnement qui permettent à l'animal d'exprimer tout son potentiel, d'être actif, de vivre avec un certain niveau de bien-être. Et évidemment, il faut aussi prendre en compte, en faisant ce travail, les contraintes économiques, les contraintes techniques et les contraintes de bien-être de l'éleveur, qui peuvent être solutionnées aussi par la technologie d'ailleurs. Je pense par exemple le paillage des pailles. Bon, évidemment, nous on est pour que les animaux aient de la paille. Il peut y avoir du paillage automatique et puis des systèmes pour faciliter le ramassage de la paille. Enfin donc c'est surtout permettre aux animaux d'exprimer leur comportement, le plein air. Si je dois être transversal sur toutes les espèces, je suis obligé d'avoir. Et est-ce que bien sûr tu prends en compte différentes espèces, différentes demandes? J'entends plein air, l'arrêt de la cage est également sur la table. Ah oui, alors j'ai oublié de le mentionner. Si on parle par exemple cuniculture,
et arrêt de la cage. Ah oui, alors Comment tu solutionnes cette équation? ouais, alors la cuniculture est un bon exemple parce que 99% des lapins sont élevés en cage. Bon, nous, Wellfarm, évidemment, on est contre les cages pour l'ensemble des animaux. Alors, juste un petit rappel, la Commission européenne a annoncé qu'en 2023, elle ferait une proposition législative au Parlement européen et au Conseil des ministres pour interdire les cages en 2027 pour les espèces élevées. Donc voilà, donc il est fort possible qu'on se dirige vers un arrêt des cages d'une manière générale au sein de l'Union européenne. Et pour les lapins, par exemple, moi je suis allé en Belgique, d'ailleurs avec Carrefour, pour visiter, parce qu'en Belgique ils ont annoncé déjà qu'ils allaient arrêter, je me demande, c'est peut-être même déjà arrêté, ils ont peut-être déjà plus d'élevage en cage, et en fait ils élèvent les lapins dans des espèces de petits parcs. Avec des objets à ronger, des plateformes pour que les lapins puissent poser leurs pattes, parce que sur le grillage, ça abîme leurs pattes aussi, des espèces de petits tubes, parce qu'ils ont besoin d'avoir le ressenti, ils se sentent en sécurité quand ils sont comme dans un terrier. Donc voilà, donc ça c'est un bon exemple. Et puis il faut que le lapin puisse faire au moins 3 bonds, puisse se dresser sur ses pattes. Enfin, voilà, il y a des critères importants. Ces solutions aujourd'hui sont testées effectivement par toute la filière, les interpros, les sélectionneurs. Après, il y a une question sur une espèce de ce type, c'est le débouché économique. Tout à fait. La consommation de lapins quand même baisse depuis quelques années. Ouais. Est-ce que ce type de mesure, où on prend une mesure globale pour l'ensemble des espèces, finalement risque pas de tuer certains types d'élevage qui ne pourraient pas être en mesure d'investir de manière considérable sur un changement de paradigme de ce type? Alors, je pense que l'avenir de l'élevage va passer par évidemment une meilleure réponse aux attentes sociétales. Et donc, il faut que déjà les éleveurs, s'ils veulent être là demain, et notamment les éleveurs de lapins, alors il y a une problématique, c'est que les gens perçoivent de plus en plus le lapin comme un animal de compagnie dont ils ne veulent plus le manger. Bon, ça, c'est difficile de combattre ça. Mais il y a l'autre problématique, c'est évidemment le fait que les gens n'acceptent plus que les lapins soient élevés en cage, et à juste titre, de mon point de vue. Bon. Après, il y a la problématique de l'investissement. Je pense que tous ces changements liés à la mise en place de nouveaux systèmes d'élevage, ça nécessite des investissements importants. Et là, je pense que ça doit être soutenu par les aides publiques. Alors, ça peut être des fonds de la PAC, ça peut être des aides comme le plan de relance. Récemment, il y a eu je ne sais plus exactement, 130 millions d'euros pour le bien-être animal dans le plan de relance qui était lié au Covid. Il y avait une partie des fonds qui était destinée à la modernisation des abattoirs, une partie des fonds à la modernisation des élevages. Et on a fait des propositions d'ailleurs, et on a au ministère qui ont été reprises, et on a proposé au ministère de soutenir. Donc toi, tu dis les gouvernements, puisqu'on parle au niveau de l'Europe, doivent soutenir ce type de progrès. Tout à fait. Ça tombe peut-être exactement dans le veau-sexage. En poule pondeuse, aujourd'hui, on se pose des questions sur le financement. On va bientôt se poser également sur le canard. Quel est ton avis là-dessus, Hugues? Alors, sur le veau-sexage, ou en tout cas sur l'arrêt de l'euthanasie des mâles à un jour, parce que c'est ça le vrai sujet. Il y a effectivement, pas moi je parle de la solution, mais d'abord le problème. Le veau-sexage en est une. Donc, vous le savez peut-être, un projet de décret est finalisé aujourd'hui. Il va être présenté au Conseil d'État d'ici quelques semaines pour la mise en place de l'arrêt de l'euthanasie systématique des mâles en souche Gallus pondeuse, puisque c'est une pratique aujourd'hui dans tous les couvoirs de France et même dans tous les couvoirs d'Europe, pour une mise en place progressive sur 2022, une obligation d'arrêter cette euthanasie à partir du 1er janvier 2023. Donc la solution, entre guillemets, qui sera certainement retenue dans la majorité des cas, c'est donc de pouvoir sexer les poussins dans l'œuf autour de 13-14 jours d'incubation, donc à moins de 2 tiers de l'incubation, et d'ainsi euthanasier des embryons avec toute une question sur la sensibilité, etc., qui a déjà été en partie étudiée, pas encore tout à fait résolu, mais enfin bon, le décret prévoit donc un âge maximum autour de 14 jours. Alors, le problème pour les éleveurs, alors vous savez qu'en termes d'attractivité, je fais juste une petite digression, parce qu'on est dans le sujet, la performance économique, le fait de pouvoir vivre de sa production, si possible sans aide, puisque les aides sont là qu'un palliatif sur des sujets. C'est le cas en élevage de pondeuses, puisque depuis les années 80, l'immense majorité des éleveurs de pondeuses sont en contrat,
ce contrat les exonère des fluctuations du prix des matières premières et des fluctuations du cours de l'œuf. Donc leur rémunération, leurs revenus ne sont pas strictement dépendants, contrairement au porc ou contrairement à l'élevage de bovins, ne sont pas strictement dépendants du coût de l'aliment ou du cours des œufs. Et par contre, forcément, la contrepartie de tout ça, c'est que la rentabilité elle est relativement faible en moyenne. Et les éleveurs n'ont pas les moyens d'investir de l'ordre de 1 euro à 1,30 € par poussin. Un élevage moyen de poules pondeuses, ça peut être 30 000 poules. Ils n'ont pas les moyens d'investir une fois par an ou presque 30-35 000 € supplémentaires. Et donc, il faut que ce coût soit pris en charge par le consommateur. Bon, ça, jusque-là, c'est assez facile. Donc, il y a deux façons de le faire. Ce qu'on appelle le ruissellement. On augmente les prix à la consommation. Et puis derrière, les transformateurs augmentent les prix aux éleveurs. Et les éleveurs peuvent payer leurs poussins. Dans un contexte normal, équilibré, c'est ce qu'il faudrait choisir. Sauf que dans le cas présent, on a des centaines, des milliers d'éleveurs qui sont face à la distribution qui est très concentrée. Et c'est toujours difficile de passer nos coûts aussi simplement, compte tenu du nombre d'acteurs. Et donc sur l'ovosexage, on a réfléchi avec toute la profession, y compris les distributeurs, à une prise en charge non pas par l'État, mais une prise en charge par ce qu'on appelle une CVO. Alors ça fait rigoler, ça va vous faire rigoler, vous les étudiants, si vous ne connaissez pas le terme. C'est une contribution volontaire obligatoire. Elle est volontaire parce qu'elle est décidée par l'ensemble de la profession, elle est obligatoire parce qu'elle s'applique à l'ensemble de la profession. Et donc l'idée, c'est de mettre en place, pour faciliter la mise en place de ces ovosexages dès 2022, et en particulier obligatoire en 2023, pour faciliter la mise en place et le financement, de faire appel à une CVO. Donc ce serait une taxe qui serait prélevée sur chaque œuf, environ 60 centimes, 0,6 centimes pardon, de l'œuf, et qui viendrait directement financer les couvoirs pour la mise en place de l'ovosexage. Reste à passer quelques étapes, notamment une notification européenne, notamment la répression des fraudes, etc., pour passer ces stades-là, mais on a fait plus de la moitié du chemin, je pense. Et on a exactement le même sujet en canard qui me touche un peu plus aussi, également, puisqu'on travaille dedans, où cette fois-ci, ce ne sont pas les mâles qui sont euthanasiés, mais les femelles qui sont moins élevées, du moins pas en totalité, et la solution poussée de l'ovosexage avec exactement les mêmes problématiques que tu viens de décrire sur le financement. Finalement, tout le monde veut le faire, mais à un moment ou à un autre qui paye, et le ruissellement, en règle générale, il se stoppe quand même à un acteur qui s'appelle la grande distribution, et là, il y a des choses qui sont un peu compliquées à négocier, donc c'est surtout CVO est intéressant. Voilà. Ce qui est important, le ruissellement, il existe, parce que dans un système économique, on ne peut pas produire à perte perpétuellement, donc il existe, mais il faut du temps pour qu'il se mette en place. Et là, le projet de loi, il nous a dit en juillet, vous allez commencer en 2022, ce sera obligatoire en 2023. À l'échelle géologique, c'est très court. Mais même à l'échelle de production animale, ça l'est énormément. Et il est impossible aujourd'hui d'imaginer un ruissellement qui soit aussi rapide. Donc la CVO, elle sera là pour accompagner le lancement. C'est forcément une CVO, ça a une durée limitée. Donc in fine, ça rentrera dans le coût de la production d'un œuf et puis ça s'intégrera dans un mécanisme de ruissellement classique. Alors, on a des questions qui viennent de la salle via Klaxoon, donc continuez à poser vos questions si vous le souhaitez. Première question, l'UE étant meilleure sur la question des gaz à effet de serre, comment inciter le politique à bloquer les importations pour consommer local, exporter notre savoir-faire? Est-ce que ici vous avez des mesures en tête pour pouvoir faire en sorte que les productions nationales soient... Alors, on dit bloquer les importations, peut-être pas les bloquer, parce que sinon on a des contraintes qui, en Corée du Nord, ça fonctionne très bien. Mais du moins, peut-être mieux mettre en avant nos productions nationales quand elles sont vertueuses pour l'environnement, mais aussi pour l'attractivité économique de nos régions. Est-ce que, d'après vous, il y a des choses à mettre en place relativement faciles pour pouvoir mettre mieux en avant nos productions? Loïc? Il y a deux solutions, soit on est très méchant avec ce qui rentre, soit on est gentil avec ce qui est déjà là. Donc, voilà. Et donc, comme je n'ai pas spécialement envie d'être très méchant, je pense qu'il faut valoriser ce qui est bien fait, il faut valoriser le travail des agriculteurs, il faut valoriser le travail des éleveurs, il faut être objectif, il ne faut pas être béni oui-oui, il ne faut pas dire que tout est formidable, mais il ne faut pas dire que tout est mal non plus. Yves a très bien décrit la situation en bovin, où quand on parle de bovin, on regarde des feedlots, on regarde des trucs qui n'existent pas. Quand on parle pesticides, on voit toujours un pulvérisateur et un agriculteur. Mais c'est pas vrai. Voilà. Donc il faut être
objectif. Objectif veut dire ne pas mentir, ne pas déformer, ne pas travestir la réalité. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut en permanence dire qu'on est les meilleurs du monde, mais s'engager à progresser et avoir posé un regard très objectif sur ce que l'on fait, ça me semble être une barrière essentielle. Et puis, ça me semble être un élément très important, parce que, à contrario, on posera un regard différent et on sera plus avisé sur ce qui rentre et qui vient de je ne sais pas où. Moi, je préfère quand ça vient de quelque part, et je préfère m'adresser par ma curiosité, par mon intérêt, en allant voir, en allant visiter les exploitations quand elles sont ouvertes, par exemple les opérations comme Tous à la ferme menées par Agriculteurs de Bretagne. Allez, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, allez visiter, soyez objectifs, vous êtes dans une démarche scientifique dans cet établissement, donc soyez très objectifs et partagez ce que vous voyez. Est-ce que cette objectivité, elle peut passer comme ça a été le cas en bovin? Et on voit aujourd'hui qu'en bovin, tu me dis si je me trompe, mais la très très grande majorité des bovins sont consommés, enfin sont pas importés, sont produits localement en France. Peut-être que ça vient en partie du fait que l'obligation d'étiquetage a été très forte, très tôt, due à la vache folle. Est-ce qu'il faudrait prendre le même type de mesures pour des autres productions, poulet de chair, porc, quand on voit qu'aujourd'hui, 45% des poulets de chair consommés en France viennent de l'export, enfin de l'import, pardon, et majoritairement du Brésil et de l'Ukraine. On imagine qu'à mon avis, on n'est pas sur les standards français. Est-ce qu'à votre avis, ce type de mesure est souhaitable, notamment en RHF, cantine scolaire, cantine entreprise? J'allais dire ça, j'allais dire exactement la même chose, effectivement, pour compléter ce que dit Loïc. C'est que généralement à domicile, quand même, les gens regardent d'où ça vient, regardent d'où vient le poulet, enfin, c'est généralement même un poulet label. Quand on est en restauration hors domicile, c'est beaucoup moins le cas. Et voilà, donc nous, déjà, Interbev, on essaie de tracer et mettre que la viande proposée dans la cantine ou dans la collectivité est une viande française. Voilà, c'est un premier pas. Effectivement, il y a du boulot à faire sur la volaille et sur de nombreux marchés. Mais simplement le dire. D'accord, très bien. Une dernière question, puisque on pourrait continuer, je pense, longtemps, mais on a encore deux autres présentations avant d'entamer sur le déjeuner. On va faire vite. Dernière question. Allez, je pense qu'elle est pour toi, Ghislain. Une niche à veau est-elle une cage? Question triviale poursuite. Ah oui, ça c'est une 2022. bonne question. Une niche à veau, alors ça fait souvent débat, c'est un peu comme pour les stalles, pour les truies, est-ce qu'on les appelle cages, stalles? En tout cas, la réglementation, alors avant, c'était les veaux étaient dans des stalles, avant, alors je ne sais plus, je crois que c'était 1997, ou dans des box. Il y a une dame que je connaissais bien qui appelait, c'était la fondatrice de l'œuvre d'assistance au bed d'abattoir, qui appelait à l'époque les niches à veau. Alors peut-être que je confonds, parce qu'il y a les veaux de boucherie qui sont élevés dans des box individuelles, et puis il y a les niches à veaux qui sont en fait pour les génisses, pour ceux qui vont renouveler le cheptel laitier. C'est peut-être plus ça qu'on appelle niche à veaux, enfin les igloos. Je ne sais pas exactement de quoi. Oui, à mon avis, ça doit être ça, Ghislain. C'est plutôt ça, sur les veaux, puisque c'est terminé sur les veaux en case individuelle, c'est terminé. D'accord. Alors, en tout cas, pour ce qui est des veaux en box individuelle, pour le veau de boucherie, la réglementation précise qu'ils doivent au moins pouvoir se retourner sur eux-mêmes. Enfin, c'est pas comme ça que le dit la réglementation, mais le résultat est là. Voilà. Donc, il y a eu un progrès. Et les veaux peuvent être encore en box individuelle jusqu'à 8 semaines. Nous, on préférerait qu'ils ne soient plus du tout en box individuelle. Bon, ça, c'est une chose. Après, il y a moi, j'appelle ça les igloos. On reçoit souvent à Wellfarm des appels de membres et donateurs qui sont un peu choqués parce qu'ils voient ce genre d'igloo à veaux dans les fermes. Je serais tenté de dire que c'est pas un problème majeur de bien-être animal, c'est important, pas plus que ça. Bon, c'est vrai que c'est fait, d'après ce que j'ai compris, avant tout pour des raisons d'hygiène. Il faut éviter que les veaux aient des contacts entre eux. Il y a des petits igloos qui sont faits avec un petit parc de vent pour qu'ils puissent se gambader. Bon, je ne pense pas que ce soit le premier problème au bien-être animal. Ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas en plein soleil, face au vent dominant. Enfin voilà, il y a de bonnes pratiques à avoir, mais ce n'est pas le problème principal. Voilà. Comme toujours, faire les choses intelligemment et pas forcément entrer dans des cases, mais comme tu disais aussi, Loïc, avoir simplement une bonne démarche intellectuelle qui englobe tout. Et effectivement, on peut avoir une niche à veau
si elle est bien pensée et qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, tout ira bien, quoi. Voilà. Ok, bien on terminera là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous.